Question, il y a plusieurs types de données, plusieurs types de sources de connaissances. Doit-on accorder la même importance à toutes les formes de données probantes? Une bonne question. Alors cela dépend. La réponse, cela dépend. Ça dépend un peu de la nature de la question. Cela dépend de la nature de la connaissance qu'on cherche. Alors, il y a différents types de sources d'évidence. Si on cherche un peu, il y a l'efficacité des interventions, la chloroquine par exemple, ou bien dans le cas du Covid, ou bien l'efficacité, par exemple, d'un traitement ou d'une politique de réduction de la mortalité maternelle, il faut chercher un peu les revues systématiques. Si on est dans une étude managériale, organisationnelle, on aimerait comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on mêle le changement dans une organisation, les données qualitatives prennent plus d'importance et les données comparatives aussi. Alors, dans le cadre des évaluations aussi de mise en œuvre, si on veut comprendre comment on implante un programme, ce sont d'abord les évaluations réalistes, les études qualitatives, les théories de changement et aussi les devis expérimentaux. Donc, ils vont générer ces types de connaissances différents. Si on veut chercher un peu les attitudes des acteurs, des professionnels, il faut les interroger. Donc, il faut mener des entretiens et des enquêtes qualitatives. Si on veut des données d'ordre prospectif, il faut des régressions multivariées. Pour les données sur l'efficacité, on a dit c'est les essais cliniques quasi randomisés expérimentales ou bien les revues systématiques. Pour les données économiques et financières, les coûts et les coûts-efficacité, il faut chercher dans les évaluations économiques. Pour les questions éthiques, est-ce que ce programme-là, cette politique-là, peut-on la prendre au niveau du contexte marocain? Peut-on ralentir l'ouverture des mosquées, par exemple? Alors cette question-là, il faut la mettre au public, et donc c'est au public, aux consultations du public qui va nous donner peut-être, tout le monde, il est contre, il est pour. Est-ce qu'on met en place une politique de par exemple, de réduction ou d'augmentation des prix du carburant par baisse de la contribution dans la caisse de compensation? Alors là, il faut aussi faire des consultations auprès du public. Donc, il n'y a pas vraiment de supériorité d'une donnée ou d'une donnée factuelle ou d'une connaissance par rapport à une autre, mais c'est ce qui compte, c'est quel type de connaissance qu'on cherche et donc à chercher l'évidence qui permet de répondre à cette question-là. Alors, vous connaissez un peu cette pyramide, un peu la pyramide des quantitativistes, entre guillemets. Alors, chez eux et chez cette population de chercheurs, ils se disent que il y a une certaine hiérarchie des sources de données dans lesquelles le sommet est représenté par les revues systématiques et la base est représentée par les avis d'experts. Alors cette pyramide-là et cette hiérarchie n'a de sens que si on est en train d'analyser est-ce qu'une intervention est efficace sur cet effet 1, 2, 3, 4. Est-ce que la chloroquine permet de réduire la mortalité? Et dans ce cadre-là, on ne peut y répondre de manière avec confiance que si on a une revue systématique d'essais cliniques randomisés. Aussi, on met en place des essais cliniques randomisés plusieurs avec une synthèse critique, une analyse de leur qualité, etc. Toujours est-il qu'une revue de plusieurs types d'essais cliniques est plus importante qu'un seul article. Ou là, une seule donnée d'un seul essai clinique randomisé. Et dans ce cadre-là, il y a plein d'éléments à prendre en considération pour juger de la qualité de la revue systématique. Alors, pour les questions qui abordent un peu pourquoi l'intervention n'a pas marché, dans quel contexte, pour quel acteur, dans ce cadre-là, il y a un nouveau regain d'intérêt pour les synthèses qualitatives de littérature, les revues de littérature, les revues réalistes, les évaluations de programmes dans lesquelles je citerai en premier l'évaluation réaliste, qui permet de prendre en considération dans quel contexte, par quel mécanisme et pour quel type d'acteur ce programme fonctionne ou pas. Et ensuite, les recherches aussi qualitatives qui prennent de l'ampleur. Et ici, vous voyez un peu un guide, un manuel qui est sorti par l'OMS et dans lequel il cite un peu un de mes articles sur la revue systématique, sur le leadership, la motivation des acteurs. Donc, c'est aussi une source d'information. Une revue systématique peut aussi marcher, peut aussi fonctionner dans une évaluation des pratiques de leadership et de recherche-action.
Alors ici, c'est un tableau que j'ai adapté d'Anderson et Brownson, dans lesquels il vous permet un peu d'identifier en fonction quels sont les éléments que je devrais identifier dans ma problématique de santé publique et quel type d'évidence devrais-je chercher. Si je suis en train d'argumenter l'ampleur d'un problème, il faut qu'il y ait des indicateurs de charge de morbidité. Si je veux argumenter sur le caractère évitable du problème et je veux convaincre le décideur qu'on peut agir sur ce problème de santé publique, il faut apporter des arguments relatifs, un, à l'efficacité de l'intervention, deux, à son effectivité, efficacité pratique, opérationnelle, populationnelle sur le terrain et non pas son efficacité théorique. Est-ce qu'on peut la généraliser à une communauté spécifique et est-ce que cette efficacité, elle fonctionne uniquement dans un contexte idéal ou dans tous les contextes où on a des ressources plus ou moins restreintes. Et on doit aussi argumenter aux décideurs que les autres alternatives ne sont pas mieux que cette alternative qu'on a choisie et qu'on veut promouvoir. Alors les bénéfices, il faut aussi renseigner le décideur sur les bénéfices et les préjudices. Alors dans les bénéfices, il faut identifier les conséquences de l'intervention. Il faut identifier aussi la valeur un peu de l'intervention par rapport à d'autres interventions. Et donc, pour parler de valeur, de coût, il faut, pour comparer une intervention à une autre, il y a des évaluations économiques qui nous permettent de répondre à cette question pour le décideur. Et un décideur, l'essentiel, ce qui l'intéresse, c'est essentiellement le budget et combien ça va coûter. Ensuite, il y a aussi est-ce qu'il y a un gain additionnel, incrémental? Ça, c'est les économistes vont vous en parler. Est-ce qu'il y a des coûts additionnels quand on met l'intervention? Et est-ce qu'il y a des éléments qu'on va gagner en termes d'années de vie perdues avec incapacité ou d'années de vie gagnées en bonne santé? Et enfin, il y a aussi la faisabilité. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires? Est-ce qu'on a le budget pour la mettre en œuvre? Si vous présentez à un ministre une option qui n'est pas viable, on n'a pas les ressources nécessaires, on ne peut pas traiter tout le monde avec la ribavirine dans le cadre du Covid par exemple. Alors il faut présenter des solutions qui sont faisables dans le contexte marocain et non pas dans le contexte de la Suède par exemple. Ensuite, il y a des questions relatives à l'acceptabilité par la population générale, la communauté. Donc là, c'est les enquêtes anthropologiques, sociologiques. Et aussi, est-ce que c'est adéquat au contexte local? Et dans ce cadre-là, les évaluations réalistes, les évaluations de mise en œuvre sont aussi intéressantes. Ensuite, il faut aussi parler de questions qui sont plus importantes, qui sont l'équité. Est-ce que tout le monde a un accès aux soins? Est-ce que les populations défavorisées ont accès aux soins? Est-ce que les ressources sont durables? Et ces questions-là, c'est vraiment les données probantes locales qui vont vous renseigner. Juste avant de terminer notre session, on a parlé un peu que la décision en santé publique dépend d'autres facteurs, des facteurs politiques, lobbying, jugement politique, valeurs sociétales, contexte environnemental, organisationnel et la nature aussi des ressources. Alors, je vais juste brièvement vous rappeler un peu le processus de décision et le processus de formulation d'une politique. Cela commence par l'identification d'un problème, un problème qui apparaît, qui est chez le décideur, à travers une interaction dans une zone, un rapport de la Cour des comptes qui met en exergue des défaillances majeures dans le système de santé et qui nécessite la refonte du système de santé au niveau d'une région donnée. Peut-être il y a aussi, ceci va inciter le décideur à travers son staff technique, ses directions techniques, ses informateurs clés qui sont les directions techniques par exemple, de mettre en place une mesure de réforme et de refonte du système de santé, du fait que ça coïncide avec la mobilisation sociale quant à la qualité des soins par exemple. Et ça c'est une fenêtre, qu'on appelle ça la fenêtre d'opportunité, qui nous permet qui a permis un peu de stimuler, de déclencher
que cette décision politique soit prise à ce moment-là pour résoudre un problème donné au niveau d'un moment donné. C'est quelque chose qui est lié au temps. Rappelez-vous la question de mortalité maternelle à l'époque 2008-2012. Rappelez-vous l'époque 2012-2016 au ministère de la Santé, où il y a un ministre différent avec l'emphase qui est mise sur la réanimation aux urgences parce que le ministre était réanimateur anesthésiste. Donc tous ces éléments-là sont importants à prendre en considération. Le lobbying, les groupes d'intérêt, l'industrie pharmaceutique, hein, rappelez-vous un peu le débat politique autour du Covid, les médias qui interviennent avec les médias formels, informels, la distorsion de l'information avec les fake news, aussi les sollicitations, la mobilisation sociale, rappelez-vous la région du Nord, rappelez-vous certaines régions, les rapports de la Cour des comptes par exemple, rappelez-vous la synthèse sur la province d'Al-Hoceima, Manarat al-Mutawassit, des événements qui déclenchent un risque immédiat, la gravité, tous les individus sont concernés, et aussi les préférences des décideurs. Dans ces schémas que j'ai empruntés d'un livre, c'est un schéma qui parle un peu de l'association problème politique ou politique de santé qui est la solution et de la volonté et de l'engagement politique. À ce moment-là, c'est la fenêtre d'opportunité dans laquelle il y a vraiment une action pour changer les choses, c'est lorsqu'il y a une intersection entre la solution, le problème et la volonté politique. C'est les trois. C'est à ce moment-là qu'on a l'action. On ne peut pas avoir de changement si on n'a pas de problème. On ne peut pas avoir de changement même si on a une politique et un problème, si on n'a pas de volonté politique. Donc il faut les trois, et donc la mise en agenda et la volonté politique sont très importantes. Pour en savoir plus, cette question de politique informée par l'évidence ont été prônées ou bien avec un grand leadership de l'OMS, aussi des réseaux africains, vous trouverez ici les liens, mais aussi des réseaux internationaux en Afrique dans lesquels j'ai eu le plaisir de participer, notamment le programme RIPSEC, la création d'un centre de connaissances en République démocratique du Congo. Il y a aussi le réseau Evidence qui rejoint 4 pays d'Afrique avec le Maroc et la Belgique et la Grande-Bretagne, et l'initiative GESI qui est une initiative très jeune qui promeut l'utilisation d'évidence dans les pays à faible et moyen revenus.